L'ambassade de Pologne à Berne, toujours occupée par un commando, 3 personnes libérées, négociations en cours. Fès, sommet arabe à huis clos. Rentrée des classes aujourd'hui en France, dans la plupart des académies. Championnat d'Europe d'athlétisme, finale des 100 mètres et médaille de bronze française chez les dames. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'est pas vraiment l'état de siège à Berne, la capitale fédérale de la Suisse, mais à quelques 12 heures de l'expiration de l'ultimatum fixé par le commando qui occupe depuis hier matin l'ambassade de Pologne, les menaces qui pèsent sur les 9 ou 10 otages qui restent aux mains du commando sont plus que jamais prises au sérieux. Les autorités de Varsovie ont autorisé la police suisse à pénétrer, si elle le juge bon, sur le territoire de l'ambassade. Sur place, à Berne, Isabelle Bechler fait le point. Depuis l'évacuation en fin de matinée de 2 femmes âgées, les 2 secrétaires de l'ambassade, côté face, il ne se passait pas grand-chose. Les allées et venues étaient réduites, mais selon la police, les négociations se poursuivaient. Nous voyions juste un homme à la fenêtre, derrière le rideau. Puis un prêtre suisse parlant polonais est entré brièvement dans le bâtiment. Il en est ressorti sans mot dire. Une autre initiative individuelle à signaler, celle d'une Polonaise en exil à Bruxelles. Je suis sûre que si je pouvais entrer, je ferais dire à ces gens qu'ils sont. J'ai mon idée là-dessus. Je crois que c'est des anciens de l'armée Anders, des gens désespérés qu'on a traînés à Monte Cassino et partout, et à qui on a toujours promis la Pologne. Et maintenant, je vais essayer d'entrer. De toute façon, je ne repartirai pas sans avoir su. Je pense que je peux leur parler dans ma langue, et je crois que ça pourrait marcher. Je voudrais parler à votre chef. Chef. Oui. Un moment, s'il vous plaît. Oui. Boże, coś Polskę, o tak licznych wiek. Côté pile, à l'arrière du bâtiment de l'ambassade, au PC de la police, on s'affairait de plus en plus en fin d'après-midi. Échelles, matelas gonflables, gilets pare-balles, comme si une intervention se préparait, au moins semble-t-il pour libérer l'homme qui souffre d'hypertension. La presse polonaise fait ses choux gras, si j'ose dire, de l'affaire pour alimenter sa propagande contre ceux qu'elle appelle les extrémistes de solidarité et aussi contre l'Occident laxiste qui les incite au terrorisme. Fin de citation. Les dirigeants de Solidarité en exil, vous le savez, ont pourtant vigoureusement condamné le coup de force de Berne, tandis qu'à l'intérieur du pays, la menace d'une grève générale à l'appel du syndicat semble réelle. Dans les villes polonaises où ont eu lieu les graves manifestations de la fin août, les autorités s'efforcent de faire le ménage, comme ici à Lubin, où les traces sanglantes des affrontements sont encore visibles. Il y a eu 3 morts à Lubin sur les 5 victimes des manifestations du 31 août. Le fait du jour en France, c'est bien sûr la rentrée des classes pour plus de 10 millions d'élèves des académies de province, à l'exception de celles de Montpellier et de Corse. En région parisienne, comme à Montpellier, écoliers et lycéens ont 2 jours de vacances de plus, puisqu'ils rentreront jeudi. Une rentrée sans trop de problèmes, donc aujourd'hui, une rentrée que Dominique Laury et Jean-Marie Lecartier ont vécue dans une classe de 6e, cette fameuse 6e qui reste la gare de triage. Chaque année, la rentrée des classes provoque les mêmes interrogations. Sera-t-elle calme? Manquera-t-il des professeurs? Les classes seront-elles moins chargées que l'année précédente? Bref, n'y aura-t-il pas trop de pagaille? Si l'on met de côté les arrière-pensées politiques fréquentes dans l'éducation comme ailleurs, il faut bien admettre que les sujets d'inquiétude n'ont pas disparu, malgré des améliorations sensibles dans les zones d'éducation prioritaire, notamment les créations de postes et un certain effort budgétaire. Le coût élevé de la rentrée et surtout la crainte de l'échec scolaire sont les grandes préoccupations d'aujourd'hui. C'est un problème dont on a pris conscience. Et donc, il faut bien trouver des solutions. C'est le grand problème de la rentrée. C'est le grand problème de la rentrée. Et les enfants le ressentent dès qu'ils grandissent un peu. Pour l'instant, ils sont petits, ils ne s'inquiètent pas de ce problème. Mais dès qu'ils grandissent, ils pensent à l'échec, ils pensent à ce que le monde leur apportera plus tard. Et ils sont assez angoissés aussi. Il faudrait que nous arrivions à une école qui soit une école vraiment où chacun puisse avoir sa chance.
Pas facile, hein? Très très difficile à réaliser et surtout à mettre en œuvre, je dis, surtout quand les moyens ne sont pas donnés réellement malgré toute la bonne volonté des enseignants. Préoccupation partagée par Jacques Pomato, secrétaire général de la FEN, qui, on le sait par ailleurs, soutient les grandes orientations du gouvernement. Les moyens mis en œuvre, dit-il, ne correspondent pas aux besoins. Mais on sait déjà que dans certains domaines, il y aura des difficultés. Je pense au maternel, parce qu'il y aura plus d'élèves. Je pense à l'enseignement technique, où il y a un apport assez considérable de jeunes qui veulent entrer dans les lycées d'enseignement professionnel. C'est vrai que là, il y aura très probablement des difficultés qu'on souhaite les plus ponctuelles possibles. En revanche, le secrétaire général de la FEN se montre satisfait de l'action entreprise par le ministre pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté scolaire. En effet, Alain Savary, pour diminuer l'échec scolaire, fléau de notre système éducatif, s'attaque au secteur le plus fragile, les collèges. Cela vous permettra aussi, dès ce matin, on a pu constater les premiers effets de ce changement. Meilleur accueil des élèves de 6e afin de favoriser leur intégration dans un univers pédagogique nouveau, et cela avec la participation des parents. Il y a des rubriques différentes. Les enfants sont plus décontractés parce qu'ils sont accompagnés par les parents. Mon fils, c'est le deuxième fils cette année, donc j'ai déjà l'expérience par rapport à l'année dernière. Et cette année, j'ai l'impression que ça se passe un peu mieux la rentrée. Qu'est-ce qui va changer? Pouvez-vous me donner un exemple? Oh, je peux vous donner plusieurs exemples. Les emplois du temps. Que l'emploi du temps ne soit pas la répétition monotone d'une semaine à l'autre. Les enseignants et les principaux et les sous-directeurs de collège ont toute liberté pour organiser le temps comme ils l'entendent en fonction de l'objectif pédagogique qu'ils se donnent eux-mêmes. Et ça, c'est une vraie nouveauté. C'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais c'est peut-être plus simple qu'on ne pense. Si l'on prend les élèves tels qu'ils sont, avec tous leurs éléments positifs, même si ces éléments ne sont pas scolaires, nous leur ferons aimer l'école. Reste qu'il est bien trop tôt pour faire le point sur l'efficacité de cette réforme et pour faire ce soir un bilan de cette rentrée. Alain Savary a d'ailleurs donné le ton. Il a rompu avec la tradition, plus de conférences de rentrée, mais il a donné rendez-vous aux journalistes à la fin du mois pour faire le bilan de la rentrée des classes et par voie de conséquence pour faire en quelque sorte le bilan de 15 mois de gestion socialiste dans l'éducation. Rentrée aujourd'hui aussi pour la CGT et pour son secrétaire général Henri Krasuki qui animait la réunion des militants de la région parisienne cet après-midi, porte de Pantin. Monsieur Krasuki a lancé un appel à la lucidité et à l'action. Martine Gilson. Rentrée officielle donc pour le nouveau secrétaire général de la CGT, Henri Krasuki. À la tribune, un absent, Georges Segui, retraité depuis juin. Dans une ambiance un peu triste, 5000 militants attendaient la réaction de leur leader à la recette du gouvernement sur le blocage. Il a, très vite, annoncé la couleur. Il est assurément vrai qu'il ne serait pas réaliste de prôner le tout ou rien, et nous ne le faisons pas. Le ton est donné, 1 heure de discours sans virulence, tout en nuances. Nous comprenons la nécessité de la rigueur, a dit Henri Krasuki, à condition qu'elle soit efficace. Et sur un point, toujours le même, la pierre achoppe. En ce qui concerne le pouvoir d'achat des salaires, nous avons un désaccord, c'est évident. Le 15 juillet dernier, à Matignon, le Premier ministre lui-même affirmait, à juste titre, que les salaires ne sont pas responsables de l'inflation. S'en prendre aux salaires est donc à la fois inefficace et injuste. Les choses ne peuvent qu'en rester là. Le gouvernement ne doit pas se braquer. Les travailleurs ont aussi leur mot à dire. Il faut les écouter et trouver les solutions convenables. Pour trouver la solution convenable, côté salaire, la CGT appelle du 13 au 25 septembre à une quinzaine d'actions alimentées de débats. Côté prix, elle demandera à nouveau que les comités d'entreprise aient un droit de regard sur la formation des prix. Là non plus, pas d'invective. Et puis, bien sûr, Henri Krasuki évoqua Talbot et le conflit en cours. Cohen et Talbot sont la preuve que le temps du pouvoir féodal à l'entreprise est révolu. Talbot
peut bien continuer les actions d'intimidation. Plus jamais les travailleurs ne courberont la tête. Ce fut le passage le plus applaudi, juste avant la fin du meeting. Les militants ont ensuite quitté l'hippodrome, toujours aussi sérieux. En effet, cette volonté d'action au sein des entreprises, la CGT l'a manifestée dès aujourd'hui à Poissy, dans les usines Talbot, 2 mois après le long conflit qui avait immobilisé la firme automobile en juin dernier. La grève a repris pour une durée illimitée. Selon la CGT, les recommandations du médiateur qui avait mis fin à la grève de juin, ces recommandations ne sont pas respectées. Jean Lebert. Répondant à l'appel de la CGT, 4000 salariés se sont mis en grève ce matin, paralysant les chaînes d'assemblage. Selon la CGT, ce mouvement qui a commencé dès la prise de poste s'est déroulé dans le calme, les grévistes restant à leur poste de travail et laissant travailler ceux qu'ils désiraient. Les grévistes, pour la plupart immigrés, réclament l'application du rapport du Pérou, la levée des sanctions et des licenciements qui touchent les délégués de chaîne CGT, ainsi que l'arrêt des violences et des provocations de la direction. De son côté, la direction de Talbot a réaffirmé que les accords contractés avec M. Dupérou lors du précédent conflit étaient respectés et qu'elle ne reviendrait pas sur les licenciements prévus. Ce soir, le porte-parole de la direction a estimé, je cite, que la réunion contradictoire prévue pour demain entre la direction de Talbot, l'inspection du travail et les syndicats était sans objet puisque le rapport Dupérou est appliqué par Talbot. La direction de Talbot met par ailleurs en cause les méthodes des militants cégétistes pour imposer leur vue à l'intérieur de l'usine. Le financement de l'assurance chômage, pas de décision aujourd'hui après la première des 4 réunions prévues entre le patronat et les syndicats à ce sujet. Il est cependant question de dissocier du budget de l'UNEDIC l'une de ses charges, la garantie des ressources ou pré-retraite, pour laquelle un système transitoire serait mis sur pied. Le chiffre du jour intéresse les détenteurs d'or. 105 000 francs, c'est le cours record atteint par la barre d'or aujourd'hui sur le marché parisien. Le lingot, lui, a coté 98 200 francs. La même flambée spéculative agite les places de Londres et de New York, alimentée essentiellement par les difficultés financières des pays de l'Amérique latine et de l'Europe de l'Est, dont le Fonds monétaire international débat en ce moment à Toronto. Un mot de politique maintenant, tandis que le gouvernement achève de mettre au point le statut des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, la Fédération socialiste de la capitale a ouvert ce matin l'appel des candidatures pour la mairie de Paris. La tête de liste du PS sera élue au suffrage universel à bulletin secret par tous les militants parisiens. Notons que selon un sondage réalisé à la demande du ministère de l'Intérieur, 59% des Français sont favorables à la nouvelle loi électorale adoptée pour les prochaines élections municipales. Valéry Giscard d'Estaing pourrait briguer un mandat législatif. L'ancien chef de l'État le laisse entendre dans une interview à l'hebdomadaire Télé 7 jours. Il le précisera, si on lui pose la question, la semaine prochaine sur Antenne 2, puisqu'il sera l'invité de notre émission L'heure de vérité. Dans le même interview, Valéry Giscard d'Estaing dit aussi regretter de ne pas avoir créé une chaîne de télévision privée. À propos de télévision, les nominations des présidents des chaînes de télévision et radio seront annoncées le 20 septembre prochain. Politique encore, avec une conférence de presse aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen, président du Front National, qui veut mobiliser les Français contre ce qu'il appelle le pouvoir marxiste et qui veut organiser le 19 septembre dans l'Oise une contrefête de l'humanité. C'est sous un voile opaque que les dirigeants arabes, réunis en sommet à Fès au Maroc, tentent d'accorder leur position sur la situation au Proche-Orient. Le président irakien Saddam Hussein a rejoint hier soir ses pairs alors qu'on ne l'attendait pas, et le Syrien Assad a été le seul à bouder l'arrivée triomphale de Yasser Arafat. À Fès, Philippe Rochaud. Les chefs d'État arabes se sont littéralement barricadés dans la station d'Ifran, à 40 km de Fès. Toutes les routes d'accès sont contrôlées et la presse est tenue à l'écart de leurs réunions qui se tiennent toutes à huis clos. Seule la télévision marocaine a été autorisée à assister à ces accolades historiques entre Yasser Arafat et les chefs d'État avant l'ouverture de ce sommet. Ils étaient tous là, en effet, pour ces retrouvailles avec le chef des Palestiniens, bien que pendant 3 mois de guerre au Liban, aucun d'entre eux ne soit venu lui porter secours lors de la bataille de Beyrouth.
Jamais de telles mesures de sécurité n'ont été prises lors d'un sommet arabe. Pour l'ouverture de la conférence, nous n'avons pu assister qu'à la brève allocution du roi Hassan II et nous n'avons vu les chefs d'État qu'à travers une vitre à l'épreuve des balles. Plusieurs milliers de policiers veillent sur la sécurité. Il faut dire que l'enjeu de ce sommet est capital. C'est peut-être ici que va se décider l'ébauche d'un règlement palestinien. C'est bien un commando palestinien qui a capturé samedi dernier au Liban 8 soldats israéliens. Le porte-parole du commandement central des forces communes dites palestino-progressistes l'a affirmé aujourd'hui au Liban. L'armée israélienne, selon Jérusalem, ajuste ses positions au sud de Beyrouth, tandis que l'armée libanaise prend position. Des unités blindées israéliennes commencent à se retirer des régions du sud, tandis que d'autres font mouvement au nord de la capitale libanaise. Mais beaucoup de soldats israéliens rentrent maintenant du front, avec dans le cœur et les godillots un souvenir mitigé de cette guerre du Liban. Plus encore que les chars et les avions de combat, le symbole de l'armée en Israël, c'est la paire de chaussures militaires que chaque réserviste ramène chez lui après sa démobilisation. Le reste du matériel est restitué dans des entrepôts comme celui-ci, fin prêt, en attendant la prochaine période de réserve. Depuis la guerre, des centaines de milliers d'Israéliens sont ainsi obligés de quitter leur famille, leur usine, leur bureau pour des semaines, parfois des mois. Cette année, selon le chef d'état-major, le réserviste moyen en Israël sera jusqu'à 90 jours sous les drapeaux. Pour certains, c'est une véritable catastrophe personnelle. Cet entrepreneur qui vient d'être démobilisé est au bord de la faillite. Son associé, blessé au cours des combats au Liban, a été hospitalisé pendant de longues semaines. Alors que son affaire périclitait, Nathan Salomé n'a pas eu l'impression qu'il était indispensable à son pays. Je n'ai pas senti que je gardais la patrie. Je me trouvais au Liban à des kilomètres et des kilomètres des frontières de l'État d'Israël. Tous les jours, je me demandais ce que je faisais là-bas. Bien sûr, c'est très subjectif, car j'avais l'impression que pendant ce temps, ce que j'avais construit au cours des 3 dernières années était en train de disparaître. Mais la majorité des réservistes, et les sondages le montrent, acceptent ces lourds sacrifices personnels. Chaim Rosilio en est un exemple. Monsieur Rosilio, vous venez de faire une longue période de service militaire. D'abord, est-ce que cela valait la peine? Je crois que oui, parce que c'était une guerre pour notre sécurité. Tout ce qui se passait au nord, c'était pour notre sécurité. La période de réserve que vous venez de faire a été dure? Assez dure, je peux le dire, parce que j'étais loin de la maison et de la famille. Les 2 réservistes que nous venons de voir appartiennent à la même unité qui est commandée par Yoshua. L'aspect le plus problématique de cette guerre, c'est l'incertitude. Lorsque les gens ne savent pas exactement ce que cela va leur coûter, lorsqu'il s'agit de telle ou telle politique, ils peuvent discuter. Cela ne les concerne pas directement. Et le fait est que personne ne sait exactement quel est le prix qu'il faudra payer cette politique. Et non seulement on ne sait pas, mais personne ne vient nous dire en face, vous devrez faire tant de jours de réserve. En dehors du fait qu'on parle actuellement de 60, peut-être 120 jours par an. Et c'est peut-être cette incertitude qui permet de faire passer la politique actuelle. En tout cas, sans vouloir généraliser, Yoshua estime que la durée des périodes de réserve pourrait transformer l'opinion de ses soldats. Le soutien à la politique gouvernementale changera-t-il alors que les sacrifices que le cabinet Begin demande aux Israéliens se font de plus en plus lourds, alors que les impôts augmentent pendant que les réservistes vont au front? De la réponse à cette question dépend l'avenir du Likoud au pouvoir en Israël. En tout cas, depuis le début de la guerre au Liban, la popularité de Menahem Begin n'a cessé de monter, 14 points de plus en 3 mois. Et puis un chiffre pour nourrir encore la douloureuse controverse sur le nombre des victimes du siège de Beyrouth. De sources médicales proches des Nations Unies, il y aurait eu 6 775 morts et près de 30 000 blessés, dont plus de 80% de civils. Le pape n'ira pas en visite officielle en Espagne en pleine campagne électorale le mois prochain. Le Vatican a décidé en effet de retarder la visite pontificale jusqu'au début du mois de novembre.
Place au sport maintenant et d'abord à l'athlétisme avec les championnats d'Europe qui se déroulent à Athènes. C'était aujourd'hui les finales du 100 mètres haies féminin et masculin. Bonne surprise pour la France avec une médaille de bronze chez les dames et une 7e place chez les hommes. Thierry Roland. Numéro 3 et aussi un bon départ pour Rosem Bakoul qui est dans le coup pour les médailles. Marlies Geur. Oui, Rosem Bakoul termine 3e derrière l'autre Allemande de l'Est, Barbel Weckel, qui semble-t-il a terminé 2e. Victoire sans problème en 10 secondes, 99 centièmes de la favorite, l'Allemande de l'Est, Marlies Geur, la recordwoman du monde. Alors que la Française Rosem Bakoul, qui a encore remarquablement couru, a, semble-t-il, ravi la médaille de bronze sur le fil. Emelman à la corde, Sidorov, URSS à la 2, Stratos le grec à la 3, le français Petitbois à la 4, Frenzler l'allemand de l'Est à la 5, Voronin le polonais à la 6, Pavoni l'italien à la 7 et Cameron Sharp le britannique à la 8. Tels sont les 8 finalistes de ce 100 mètres. Deuxième finale masculine du championnat d'Europe. Cette fois, le départ est bon, avec un remarquable départ de Cameron Sharp à l'extérieur, mais Emelman se détache à la corde. Emelman va remporter ce 100 mètres. Oui, premier, oh, c'est pas sûr, car il y a l'Italien Pavoni qui est revenu sur le fil, mais il me semble que c'est Emelman à la corde qui a remporté ce 100 mètres. Football pour célébrer le centenaire du Racing. Saint-Étienne rencontre le Bayern de Munich en ce moment à Colombes. Une rencontre amicale, la première rencontre des deux équipes depuis la victoire du Bayern en 1976. Alors quel est le score avant la fin de cette première mi-temps, Olivier Ray ? Et oui, le score est nul, 1 partout, et il y a 6 ans donc à Glasgow, le Bayern de Munich avait battu Saint-Étienne, vous vous en souvenez certainement, en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, 1-0 sur un but de Roth. Aujourd'hui, les deux équipes se sont retrouvées sur la pelouse du stade de Colombes à l'occasion du centenaire du Racing Club de France. Les joueurs ont bien sûr changé côté stéphanois, les Piazza, Revelli, Rocheteau ne sont plus là. Mais l'affiche était de qualité et le public ne s'était pas trompé et s'est déplacé nombreux pour assister à ce match alors que le Bayern de Munich avait ouvert la marque à la 11e minute de jeu par Natchev. Et quelques minutes avant la fin de cette première mi-temps, les Stéphanois vont égaliser sur un penalty transformé par Jean-François Larios. Résultat de ce match dans notre dernière édition. Parlons chiffon maintenant, chiffon ou plutôt cravate, puisque la mode, comme on peut le constater en ce moment au Salon international de l'habillement masculin à Paris, la mode se conjugue aussi au masculin. Les hommes sont de plus en plus coquets, la consommation de vêtements masculins augmente et pourtant l'industrie française de l'habillement va mal. Pour la première fois, elle est en déficit à cause des importations qui croissent encore plus vite. Pour illustrer les tendances de cet hiver, messieurs, France Roche et Christian Héroux ont découvert deux superbes créatures dont vous devinerez le sexe. Au salon de l'habillement masculin, entre quelques milliers d'acheteurs et quelques millions de vêtements, voici le plus beau produit de la mode Label 82, Carlos Miranda, 1m83, 73 kg, mi-portugais, mi-canadien, bel animal, mi-ange, mi-félin, et il y en a un autre tout pareil, Ruggiero, son jumeau. Tous les deux mannequins, ils vous feraient prendre un sac de pommes de terre pour un smoking de scène. À Paris aujourd'hui, à Milan demain, avec leurs petits camarades également favorisés questions physiques, ils louent leur chic et leur beauté aux créateurs de mode. Ces deux blazers de Guy Laroche, le bleu pour le sport, le Havane pour la ville, sont très bien, mais sur les Miranda, elles deviennent irrésistibles. C'est une question de métier. Métier difficile, disent-ils, plein d'embûches. De quoi souffre-t-on le plus dans le milieu des beaux minets? La jalousie, parce que quand même il y a beaucoup de compétition. Tout le monde est beau dans un sens, ils ne sont pas tous pareils. Alors si quelqu'un réussit à avoir le boulot et l'autre il échoue, il ne réussit pas, ça crée une ambiance très désagréable. Qu'est-ce que vous faites pour vous entretenir du sport, du régime Non, surtout du sport. Parce que j'ai un gros appétit, alors je mange ce que je veux, et je peux me permettre de perdre le poids en faisant du sport. Je fais jogging, des gens comme ça. Vous faites des soins de beauté Non.
Pas du tout. Il a 21 ans, ça viendra plus tard. Par la forme, il faut aussi avoir un book, c'est-à-dire ce gros album montrant le cover boy sous des aspects aussi variés que possible. Grâce à quoi il sera engagé pour faire des photos, 3000 francs pour 2 heures de pause. Ici, par exemple, sous la supervision du patron Daniel Echter, Carlos pose en pêcheur de charme avec poche dorsale pour poisson et casquette assortie aux yeux. Le préférez-vous en lilas pour safari photo avec bande moltière et écharpe kaki en résille, toujours Echter. Et c'est ainsi qu'on se retrouve sur des affiches ou des posters. Voici Ruggiero, version PDG, énergique mais rêveur. Mais quelle qualité faut-il posséder avant tout? La patience, d'être raisonnable, d'être réaliste, que ça ne durera pas longtemps. Et il faut savoir garder les 2 pieds à terre. Il faut de la patience, en effet, pour se faire toiser, examiner, déshabiller par les acheteurs ou les journalistes dans les showrooms. Ici, un impair kaki court d'Anna Emory. De la patience pour transpirer par 40 degrés sous les projecteurs d'un stand. Une parka bordeaux de structure. De la patience, enfin, pour attendre, quand on a été convoqué, la réponse qui amènera un appel de l'agence, qui s'occupe de 82 garçons et de plus de 100 filles, pour des contrats de 2000 à 10 000 francs, dont le mannequin garde 37%. Le plaisir, c'est de défiler. Cette année, l'homme se portera Mad Max, descendu de la guerre des étoiles, un rien aventurier avec des colliers de chef de tribu, François Girbeau. Il sera très coloré, voyou mais coquet, campeur en Rolls, sportif à la peau douce et capitaine pour mère pastel, façonnable et Marcel Lassens. Il sera vêtu ici par Lucien Foncel, de dignité candide et de lin blanc, matière à la mode, et la récompense, c'est de saluer à la fin du show avec le créateur. Bon entendeur, salut Philippe Dumez. Alors parlez-nous du temps demain. Oui, on va rester un petit peu dans les nuages, mais heureusement demain le temps va s'améliorer, il y aura moins de nuages et beaucoup plus de soleil. Heureusement d'ailleurs parce que comme nous le montre cette photo prise vers midi, il y avait énormément de nuages au-dessus de nos têtes, à l'exception peut-être du couloir rhodanien et de l'ouest, du sud-ouest de la France. C'est d'ailleurs par là que va nous arriver une amélioration à cause d'un anticyclone qui se trouve bien au large de l'Espagne. Alors voyons la carte pour demain. Eh bien, après quelques bruines matinales, le temps va s'éclaircir sur la grande majorité de la France, à l'exception d'une zone qui va des Vosges au Morvan, où des risques de pluie ne sont pas à exclure. Le Mistral soufflera toujours, ce qui fait que le soleil restera très présent sur le sud de la France, et la Corse va voir les nuages diminuer également, la Corse qui a été très touchée cette nuit par des orages de grêle assez violents. Côté température, eh bien, elles sont à peu près stationnaires, peut-être qu'elles monteront un peu si le soleil est plus présent que ce que l'on prévoit pour le moment, mais elles resteront en moyenne de 19 à 20 degrés sur la moitié nord et de 20 à 25 degrés sur la moitié sud. Disons encore que les températures minimales ne devraient pas tomber en dessous de 10 degrés demain. Demain, c'est la fête de la Nativité. Le soleil se lèvera à 7h17 et il se couchera à 20h20. Et ce soir à 23h30, Jacques Merlino vous dira les derniers développements de l'actualité dont je vous rappelle le titre essentiel. L'ambassade de Pologne à Berne est toujours occupée par un commando dont l'ultimatum expire en principe demain matin. Jacques Merlino aura ce soir pour invité Jeanne Moreau. Ils parleront du dernier film de Fassbinder. Demain, Philippe Labro sera dans ce même studio à 12h45 et je vous retrouverai demain soir à 20h. Bonne soirée.